Bonjour à toutes et à tous, c'est Hermès, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez apprécié la vidéo d'hier. Une belle journée hier, plutôt par rapport à Donald Trump que Jérôme Powell, puisque dans son discours, on va le reprendre ensemble très rapidement, pendant 12 minutes et à 6 reprises, j'ai entendu l'exact contraire de ce que j'attendais et que je voulais entendre hier de Jérôme Powell. Donald Trump qui abroge une proposition de Joe Biden par rapport à la libération de l'intelligence artificielle. Donc plutôt positif pour le marché technologique, si vous l'avez bien compris, et l'écosystème cryptographique dans son ensemble. Donc regardez peut-être du côté de vos cryptos actifs, si vous avez des cryptos qui sont plutôt proches de l'écosystème intelligence artificielle, ça devrait rebondir plutôt positivement tout au long de la journée, si ce n'a pas déjà été fait hier dans la soirée. Et on m'a posé cette question. Hermès, pourquoi tu as choisi FedChain par rapport à Tao? Bah, je vous ferai une vidéo dédiée. Je pense que c'est intéressant d'en dédire une entre 10, 15, 20 minutes et je le ferai, bah, soit ce soir, soit sinon ce week-end, si j'ai pas le temps de la tourner. On va revenir sur le Shopiness Index. Il y a une fractale que je viens de retrouver de 2013-2016 et si ce n'est pas différent, eh bah, très positif pour le marché cryptographique. Tout ça, on en parle maintenant. Et avant de commencer, je vous invite toujours à rejoindre le Score des rois du marché. Vous trouverez le lien dans la description. À l'intérieur, une documentation qui s'appelle la stratégie des 4 rois. N'hésitez pas à l'utiliser, vous en imprégner, vous en inspirer pour vous aussi. Trouver votre propre style d'investissement, que ce soit sur le court, moyen, long terme, voire très long terme. Et si vous voulez aller plus loin, peut-être sur des plus petites time frames, on a ouvert le trading des rois du Bitcoin. Vous avez été des dizaines hier à vous inscrire. Bienvenue trading sur le Discord. Si vous n'arrivez pas à rejoindre le Discord, vous le mettez dans les commentaires de la vidéo YouTube. Vous mettez juste votre pseudo, j'irai voir les logs. Si vous êtes bloqué pour pouvoir rentrer, on est très strict pour pouvoir faire rentrer des nouveaux membres sur le Discord pour la simple raison qu'on est envahi de scammers et c'est très difficile de contrôler cette chose sur le Discord. Donc on essaye de mettre des restrictions de plus en plus dures. C'est pas forcément évident et c'est pas forcément la meilleure expérience pour vous, mais nous avons des solutions en allant sur les logs. Donc mettez-les-moi dans les commentaires, sinon vous m'envoyez un mail ou sinon vous avez la possibilité d'aller directement en MP Hermès 1233 et je vous débloquerai la situation. Si vous voulez nous rejoindre, on commencera à 15 heures à faire du trading live. Ce sera moi. R nous rejoindra en juin, puisqu'il est actuellement à l'étranger. Et on passera entre 1 et 2 heures en trading live. Je le ferai en live avec vous sur mes concepts que j'avais déjà utilisés il y a 5 ans en arrière. Et on continuera crescendo de débutant jusqu'à chevronné pour aller chercher le Gator, pour pouvoir faire du sniping, scalping sur Bitcoin et Ethereum. Tout est dans la description. Remplir le Google Form, c'est complètement gratuit. Vous avez juste à me donner les informations qui sont attendues et on se rejoint dès 15 heures sur le Discord des rois du marché, espace trading. Côté Bitcoin, bon, on l'avait dit ensemble. On veut pas de dip, on veut pas aller chercher les fair value cap, on veut même pas aller chercher les gaps. On veut pas taper en fait sur cette petite bougie ici du 30 avril 2025 par rapport à les ondulatoires des Shimoku Kinkoyo proposés par Geo, ça remettrait en doute le flux ou le petit flux haussier ici très court terme sur des petites time frames. Sans être constaté qu'on ne l'a pas cassé. Censé être constaté que c'est une bougie rouge par rapport à une bougie d'expansion. On pourrait faire un nouveau high sur cette dynamique de flux acheteur. Donc les institutionnels y sont rentrés de façon massive. Donc, résultat des courses, ce qu'on ne voulait pas voir, c'est qu'ils soient sous l'eau, ces gens-là. Donc s'ils avaient été sous l'eau, on serait parti chercher ici le gap CME, puis ici le fair value gap, puis bah, je pense qu'on serait allé beaucoup plus bas. Et si, comme on reprend la vidéo d'hier, par rapport à notre moyenne mobile de 100 périodes, donc très content d'observer ceci. Je répondrai aussi à une question, une perception qu'on a par rapport à des doutes qu'on peut avoir sur cette cyclicité. Mais où sont mes x10? Je vais répondre à cette question de façon la plus précise possible. On arrive donc ici, dans une situation qu'on avait ciblée ensemble. Take profit, edge position, arbitrage possible. On avait les yeux, ils sont ici. On savait que ça allait bastonner un petit peu sur les 97 000 dollars. Ça a bastonné sur les 97 000 dollars avec pas mal de volatilité. Tant que l'état d'esprit, tant que la perception et le sentiment global du marché est plutôt dans les chaussettes, c'est très positif. Non pas ce que les gens pensent, mais ce que les gens jouent. Et il semblerait que, encore hier, les fundings étaient quand même relativement négatifs. Donc bah, le marché se nourrit de là où il y a le plus de liquidité, où c'est le moins cher pour lui d'aller chercher des ordres à exécuter. Ici, le Nord étant mieux. Et c'est exactement la même chose sur Ethereum en réalité. Maintenant, on va se poser la question. OK, Ethereum résout sa petite consolidation très court terme ici en journalière. On avait cassé les trends, on joue des trends. On l'avait anticipé sur non pas Ichimoku Kinkoyo, mais sur notre RSI en 21 périodes. Ça a été cassé. On est très content de l'observer. C'est formidable. C'est QFD par rapport à Bitcoin. Maintenant, on va essayer de chercher
des arbitrages. C'est ça le but du jeu. Si on se retrouve dans des situations de vente, de take profit, de hedge sur Bitcoin, on peut aller chercher des arbitrages et on peut regarder si oui ou non il y a une surperformance relative d'Ethereum par rapport à Bitcoin depuis le point bas très exactement du 9 avril dernier. Si je prends ici mon petit pinceau et que je vais aller chercher ici, on est grosso modo à 40%. Si je fais la même chose sur Bitcoin, et vous allez tout de suite me dire oui, mais Bitcoin a beaucoup moins retracé, on est ici aux alentours des 33%. Donc surperformance relative par rapport à un point bas connu et constaté sur Ethereum. Et on va aller beaucoup plus loin puisque beaucoup ont arbitré Ethereum contre Solana pour des différentes raisons très probablement sérieuses que je n'ai pas fait personnellement. Je suis déjà investi sur Solana et j'ai pris pas mal de profits depuis le début de l'année 2022. Ici, on est sorti jusqu'à 65% et à l'heure où je vous parle, on est plus près des 60%. Donc une surperformance relative, Solana par rapport à Ethereum et Ethereum par rapport à Bitcoin. Mais qu'est-ce qu'on attend concrètement? Qu'est-ce qu'on veut aller chercher? On va aller chercher des objectifs de cours dans des amplitudes qui sont complètement délirantes. Si Ethereum a perdu 66%, 70%, si Bitcoin n'a perdu que 33% ou 34%, et si Solana n'a perdu, après une hausse complètement folle, que 60, je ne sais plus combien de pourcents par rapport à son haut, ici 67%, est-ce qu'on peut essayer de jouer des arbitrages là-dedans? Il faut en fait aller chercher les objectifs de cours. C'est ça le secret. Et c'est là où sont nos x10. Je vais vous le montrer, je vais vous le prouver de façon très arithmétique. Je vais revenir sur Bitcoin et je vais regarder précédemment. Je vais passer en hebdomadaire et vous allez voir quelque chose de surprenant. Au bout de combien de temps, par rapport à des extensions de Fibonacci, j'avais atteint mes 1,618. 1,618, c'est clairement des objectifs de cours sur les crypto-monnaies et même sur les valeurs technologiques. Ça marche très très bien depuis 25 ans et je pourrais presque dire depuis 100 ans. Et on va tout simplement regarder ça. Ici, 1,618 avait été touché par Bitcoin très exactement le 1er janvier, le 28 décembre 2020, donc 1er janvier 2021. Mais à quel moment ce fameux 1,618 avait été touché par Ethereum? Si vous reprendrez ça, c'est assez extraordinaire, assez étonnant, puisqu'il avait été touché très exactement, et vous allez le voir avec moi, je vais le reprendre ici, je reprends mes points bas, je reprends mes points hauts, je reprends mes points bas, et je regarde si le 1,618 a été touché. Oui, ici, le 1er avril, le 29 mars 2021. Je spoil, 3 mois après. Donc on le sait, c'est quelque chose de très cyclique. Bitcoin donne la musique, Ethereum et l'ensemble de l'écosystème crypto les plus capitalisés suivent la danse. Et de façon très violente, parce que si vous revenez exactement au 1er janvier 2021, bah on était là en fait. On n'avait même pas fait de nouveau all-time high et on était plutôt baissier. Ce qui est étonnant, c'est qu'on retrouve le même sentiment et la même perception sur Ethereum actuellement. Donc on va essayer de chercher ces objectifs de cours. Et dans combien de temps? Bah, 3 mois après Bitcoin, si on doit faire une fractalité assez juste, même si c'est pas forcément intéressant de timer comme ça le marché, mais ça nous donne des repères, tout simplement. Et il semblerait que par rapport à toute la vie de cette cyclicité depuis 2013, ça semble plutôt bien fonctionner. Donc si on regarde par rapport à Bitcoin, simple, hein, très simple et très, très bête et discipliné. Je vais chercher mon point bas, je vais chercher mon point haut ici et je vais aller chercher quoi? Mon 1,618 qui se trouve très exactement aux 120 000 $. C'est un objectif de cours, des confluences de trendline et énormément de choses que vous pouvez, emmagasiner sur vos différents graphiques. On est à peu près d'accord, 118 000 $, 120 000 $, c'est un objectif. Donc imaginons qu'on vient le chercher pour fin mai, par exemple, ou même pour, le 10, 12, 13 mai et ça continue à partir très fort. Bon, bah, comptez 3 mois. Tout simplement. Et on va essayer d'aller chercher 3 mois par rapport à une extension Fibonacci de 1,618 et on va chercher si oui ou non les arbitrages entre Solana et Ethereum sont intéressants. Donc on va le prendre ensemble. Donc 3 mois après mai, bon, ça fait grosso modo mi-août ou fin août 2025. Et c'est exactement en redondance par rapport à la vidéo d'hier ici que je vous expose. Prenons Ethereum et allons chercher ces fameux 1,618. Et vous comprenez bien que si on va les chercher, ça fait une sacrée surperformance par rapport à Bitcoin et pas forcément l'ensemble du crypto-monnaie solide en passant, mais au moins Bitcoin, on l'aura cherché. Ici, pour 1,618, 8500 $, ce qui fait une performance relative point bas, point haut, très exactement de 519%. Si je viens par rapport à mes points bas, et vous allez voir ce qu'on joue en fait, et c'est parfois un petit peu bizarre, ici ça fait très exactement 900%, point haut, point bas. Donc vous comprenez qu'à l'heure où je vous parle, si on commence à enclencher ces idées d'arbitrage, on fera 900% d'augmentation par rapport à point bas, point haut, 3 mois après. Donc ici, si on le fait pour mi-mai et si on le fait pour fin mai sur Bitcoin, bah pourquoi pas août-septembre 2025 et on aura atteint nos premiers objectifs, la fameuse target d'Hermès aux alentours des 8 000, 9 000 $ sur Ethereum. Et c'est là où je clôturerai, moi, quasiment la totalité de mon long actuel. Je suis actuellement, donc ça fait une magnifique performance, soit dit en passant. Prenons Solana.
Et voyons si oui ou non on peut éventuellement essayer d'agglomérer cette même fractalité fibonaccique d'extension. Bon, bah, vous faites exactement la même chose. Vous allez le prendre ici, ici, point bas, point haut, point bas, et on va chercher les 1,618. Et lui, oui, nous a proposé quelque chose de bien plus puissant, bien plus important, mais par rapport à l'heure où je vous parle, si je prends point bas, point haut, on se retrouve aux alentours des 300% ou 350%, donc moins qu'Ethereum ici. Si je prends par rapport à mon point bas, par rapport à mon point haut, vous avez compris par rapport à la capitalisation de l'ensemble de ces écosystèmes crypto, on ferait du x43. Donc vous avez un objectif de cours minimal, target de prix par rapport à toute cette accumulation dans un magnifique range, malgré une forme de réintégration, aux alentours des 430 $. Si vous allez chercher plus d'extensions, bah oui, je l'ai dit, vendez juste en dessous des 1000 $ Solana si on venait à le faire de façon complètement démesurée et complètement délirante sur l'ensemble de nos crypto-monnaies les plus capitalisées ou qu'on a en portefeuille tout simplement. Maintenant qu'on a ça, on peut regarder point bas, point haut par rapport à Bitcoin. Vous l'avez vu, 900% pour Ethereum. Mais combien ça donnerait pour Bitcoin? Bah, c'est pas énorme en fait, en termes de performance relative. Si je vais chercher mes 1,618, je ne sais même plus où est-ce que je l'ai collé. On va essayer de le retrouver ici. Oh, bah, je vais le prendre là, ce sera très bien aussi. Là, ici et ici. Et je vais aller chercher point bas, point haut. 1,618 objectif de cours. 680%. Donc qu'est-ce qu'on chope? Qu'est-ce qu'on essaye de prendre? Qu'est-ce qu'on essaye de capter? Bah, ici, une surperformance de 300%. Tout simplement. Vous aurez 300% supplémentaires par rapport à un objectif de cours, point bas, point haut, et à vous de timer. On a essayé de le faire, à quel point c'est difficile, pour essayer de chercher la surperformance. C'est le seul objectif aujourd'hui d'avoir autre chose que du Bitcoin. Si vous avez beaucoup moins de Bitcoin ou si vous n'avez pas de Bitcoin et que vous avez plus des cryptoactifs, votre seul objectif, c'est de surperformer le marché, et plus particulièrement Bitcoin qui aujourd'hui capitalise énormément de dominance par rapport au marché crypto. Et si vous ne voulez pas jouer ça, bah vous n'avez rien à faire sur ce marché ou hormis avoir du Bitcoin. C'est ça le but du jeu, c'est d'aller chercher la surperformance. Donc une surperformance relative par rapport à un point bas, point haut est beaucoup plus importante sur Ethereum aujourd'hui ou encore sur Solana que ce ne l'était sur Bitcoin. Mais sur cette laps de temps, vu la dynamique court terme, moyen terme sur Solana, bah c'est beaucoup plus intéressant d'aller chercher de l'arbitrage sur Ethereum, qu'on le veuille ou non. C'est juste des dynamiques de flux, il n'y a pas forcément de fondamentaux ou de prédictions derrière. C'est juste comment on va se câbler en réalité les différents algorithmes et comment vont réagir les institutionnels par rapport à une situation donnée. Aujourd'hui, vendre de l'Ethereum pour acheter du Solana, c'est une ineptie. Aujourd'hui, vendre du Bitcoin pour acheter de l'Ethereum, c'est ce qu'il faut faire et c'est professionnel. On va aller un tout petit peu plus loin puisque je réponds à cette question et après on passera sur ce qu'on devait faire du côté de Jérôme Powell. Donc, où est-ce qu'ils sont mes x10? Je vais vous montrer où est-ce qu'ils sont mes x10. Je reprends par rapport à Ethereum et je reviens par rapport à ce qu'avait vu Bitcoin sur les fameux janvier 2021. En fait, c'est très simple. Vous allez aller exactement les 3 mois après sur le 1,618 que nous avons délimité ensemble et nos x10 sont tout simplement là. En fait, nos x10, ils sont lorsqu'on vient à attaquer ce 1,618 pour la folie furieuse, pour aller chercher ici des expansions, double up, plus 100%, plus 150%, plus 170% sur des cryptos plus exotiques. Mais en fait, nos x10, c'est clairement dans ce laps de temps qui vont se dessiner. Pourquoi? Parce que si vous partez de tout en bas vers tout en haut, ça fait des sacrés objectifs et coefficients multiplicateurs. Donc tous nos x10 sont dans les dernières semaines, peut-être derniers mois, le dernier trimestre d'une explosion haussière. Et vous comprenez bien que c'est ici que la majorité vient nous rencontrer pour nous pousser ces crypto-monnaies pour pouvoir mieux les distribuer, notamment des institutionnels vers le retail. Et c'est exactement ce qui est en train de se passer de façon complètement folle sur les marchés plus traditionnels. Et on l'a vu encore dans la vidéo d'hier, les institutionnels réduisent la voilure, notamment sur les spreads, notamment sur les contrats dérivés. Et c'est le retail qui, aujourd'hui, de façon complètement folle, est parti remplacer ces flux de capitaux entrants. Je ne dis pas que ce sera toujours ça. Je dis juste que si on doit jouer de façon raisonnée, les institutionnels sont en train de distribuer au retail. Et c'est comme ça que ça marche au niveau des marchés. Donc se positionner aujourd'hui sur des valeurs technologiques, sur ces points hauts, c'est pas forcément le plus professionnel. Je vous le dis en toute franchise. Maintenant, on va essayer de chercher des relais de croissance et des leviers de croissance. Et moi, je les vois sur le marché cryptographique. Pourquoi? Parce qu'ils sous-performent, tout simplement, l'ensemble des écosystèmes technologiques. Et c'est ce qu'il faut jouer, tout simplement. On refait un petit point sur notre ami Jérôme Powell, très rapidement. S&P 500 chute, grosso modo, à 5600 points. C'est réaction immédiate de la décision de la politique de la Fed. Donc, on ne bouge pas.
les taux. Et en fait, de toute manière, on était parti du principe qu'on ne bougerait pas les taux. Je dis bien 6 fois l'expression attendre et voir dans les 12 premières minutes de la conférence a été portée. 6 fois attendre et voir. Et je vous avais dit très exactement hier, je ne veux surtout pas qu'ils nous sortent on attend de voir, on attend de voir. Non, nous, ce qu'on veut, c'est on voit, on a une vision et on sait en fonction des éléments qu'on a et de notre perception vis-à-vis de tous les éléments, on va vous rassurer. Bon, bah, vous avez compris, clairement pas rassuré, beaucoup d'incertitudes et pire encore. Il a sorti un mot sur une réponse à une question, je pense que tout le monde va s'en souvenir pendant longtemps, c'est que la Fed n'exclut pas aucune baisse de taux en 2025. Et ça, c'est fou. En gros, est-ce que vous pensez baisser les taux en 2025? Jérôme Powell répond texto, dans certains cas, ce serait approprié, dans d'autres, non. Et là, ça veut dire quoi? Ça envoie un message très clair. Bah, en fait, il n'exclut pas aucune baisse de taux en 2025 en fonction des éléments qu'il attend de voir. Donc on peut partir du principe, et c'est très clair, on va éventuellement reprendre aussi la pression de Donald Trump. Bon, grosso modo, il répond, la demande du président Trump n'a aucun impact sur notre travail. Clair, net, précis, ça c'est la réponse à la question. Formidable, on l'a comme ça. Maintenant, il faut aller beaucoup plus loin. Qu'est-ce qui se passe si jamais le cas approprié d'une baisse de taux est effectivement sous la table? Bah, ce serait une catastrophe. Donc ce serait des nouveaux points sur le S&P 500, ce serait un krach boursier généralisé, ce serait une panique généralisée. Donc, on revient sur ce qu'on a toujours dit depuis les 4 dernières années. Jérôme Powell, les différents banquiers centraux, et notamment aux États-Unis, n'agiront que dans l'urgence. Et c'est ici le collatéral de la confiance. Donc, les banques centrales, on avait fait ce travail-là il y a 2 jours, par rapport au marché obligataire. Quel est le collatéral des marchés obligataires? C'est la confiance. Quel est le garde-fou de la confiance? Ce sont les banquiers centraux, tout simplement. Et l'armée, bien évidemment. Mais c'est une arme de destruction massive aujourd'hui, l'ingérence des banquiers centraux. Maintenant, on peut parler rapidement de ce qu'a dit Trump. Il nous avait promis une grande conférence. Il était confortablement assis dans son bureau à la Maison-Blanche, juste ici. Je vous laisserai le retrouver. Vous me direz à la fin, dans les commentaires, où est-ce que vous voyez Donald Trump. C'est assez sympa. Il précise ne pas vouloir autant d'exceptions ou d'exemptions tarifaires dans cet accord et dans les différents accords avec ses partenaires alliés. Et ça a été très bien pris par le marché américain. Pourquoi? Bah parce qu'en fait, ils ont envie de négocier. C'est les États-Unis aujourd'hui qui ont et qui détiennent le rapport de force. Donc c'est quelque chose de beaucoup plus positif qu'on pouvait l'attendre. Donc oui, il y aura des tarifs douaniers, c'est une certitude. Maintenant, quelle amplitude, on ne le sait pas. Est-ce que ça va bousculer la mondialisation et le commerce mondial? Sans aucun doute. Est-ce qu'on connaît les ampleurs de cette transformation? Non, pas encore. Est-ce que ça marche? Non, ça a hanché. Le processionniste n'a jamais fonctionné. On peut revenir depuis 200 ans en arrière. Ça ne fonctionne pas. Bon, maintenant, c'est comme ça. Est-ce que pour lui, ça va marcher? J'en ai pas la moindre idée. C'est clairement de la folie, hein. C'est ce que notre ami, Einstein disait, c'est, faire exactement les mêmes choses et attendre des résultats différents. Bon, bah, le protectionniste, attendre des résultats différents, ça ne marchera très probablement pas et ça n'a jamais marché, encore une fois. En parallèle, il explique que, il va abroger les règles de diffusion de l'intelligence artificielle qui avaient été instaurées par Biden. Et ça, c'est clairement un changement profond sur la régulation des technologies, notamment de l'écosystème crypto et ça a plutôt bien été perçu par le marché. Oui, vous l'avez connu et reconnu, il était en t-shirt blanc ici en plein meeting. Voilà pour Donald Trump, merci pour ça. Je finis sur ce que j'avais noté, oui, sur la fractalité qu'on avait vue sur le Shoppiness Index. C'est ça qui va nous intéresser à très court terme. Bon, je reviens là-dessus sur mes travaux que j'avais initiés il y a quelques temps et on avait bien perçu. Ouah, ici, on a le cross. Ici, on est sur un point haut, sommet historique. Choisissez votre camp. Soit on va chercher les 30 000 dollars, soit on va chercher beaucoup plus haut et pourquoi pas les 200 000 dollars. Et on regardera où est-ce que ça va nous mener. Et là, vous voyez quelque chose d'intéressant ici sur une reprise d'attaque du Shoppiness Index. Ça c'est intéressant, puisque ça s'est déjà produit dans une forte augmentation au niveau du stock RSI et une attaque, on peut parler comme ça du Shoppiness, où là on reconcentre des capitaux. Là on refait monter la pression. Imaginez le Shoppiness un petit peu comme une cocotte minute. Quand c'est tout en haut, c'est que la cocotte minute elle est plus à péter. Quand c'est tout en bas, bah, il va falloir du temps pour pouvoir la réamorcer, pour faire remonter la température. Et là, il semblerait qu'en plein milieu de ce petit range ici, on vient d'attaquer des pocs de liquidité, donc on est au-dessus et c'est très confortable de l'observer, on est plutôt content. Et bah, c'est qu'on est en train de refaire chauffer l'eau. Donc est-ce que ça va être un piège ou est-ce qu'on va faire une accélération? On peut regarder ce qui s'était passé très exactement en septembre 2013. D'ailleurs, beaucoup diront aussi,
2016 et vous avez tout à fait raison parce qu'il y a beaucoup de confluence par rapport à la cyclicité de 2016. Si je reviens en septembre 2013, on avait vu exactement la même chose ici. Voilà. On était vraiment en train d'augmenter là et ici, vous avez un petit retour. Octobre 2013, septembre, octobre, un petit retour au niveau du Shopinex avant un effondrement. C'est ce qu'on attend. On attend, nous, l'effondrement. Il y aura un effondrement quoi qu'il arrive, que ce soit la hausse ou la baisse. Donc si on se remet exactement ici, en septembre-octobre 2013, bon, bah, c'était plutôt positif pour la suite. Oh, OK, franchement, plutôt propre et quand vous êtes tout en bas, bah, vous avez compris, il va falloir se casser. Mai 2016, exactement la même chose. On avait vécu pareil. Vous voyez ici, on était très haut, on était en train d'augmenter, on venait chercher ici les 80, au-dessus des 80 sur le stock ici, et on était en train de faire un nouveau petit plus haut là. Ici, ah, on remet la pression au niveau de notre choppiness. OK, on refait monter la température. Résolution par rapport à notre cyclicité, c'était très exactement là. Vous pouvez le voir autrement, essayer de éventuellement confronter ces observations. Et on avait littéralement explosé, on avait pris d'ailleurs pas mal, ici avec beaucoup de volatilité, près de 87% supplémentaires en l'espace d'un mois. Un mois. Waouh, c'est formidable. Objectif 170 000 dollars, on l'avait évoqué ensemble. Tous mes autres indicateurs me disent que c'est boule. Voilà pour le moment. En tout cas, je n'ai pas d'alerte actuellement par rapport à une forme de contraction sur ce marché. Je pense que les algos sont parfaitement bien alignés au nord actuellement. Et d'ailleurs, on le voit très bien sur notre BTC1. Si vous passez dans un time frame en 4 heures, ça, c'est clairement de l'algo, hein, ici institutionnel. Et on sait qu'ils se sont positionnés sur le 30 avril, juste ici. Donc voilà, ça, c'est clairement la zone à défendre. Cette zone à défendre. On prend un tout petit fair value gap ici sur le CME, juste là, c'était la journée d'hier. Hein. Et puis derrière, pouf, on part. Et ça, c'est clairement algorithmique. Donc, moi, je suis content d'observer des algos qui sont plutôt à la hausse. Si on vient à casser, si on vient à retourner, si on vient à casser des trends, si on vient à perdre le momentum, je ne pense pas que c'est juste pour aller chercher ce petit déséquilibre de marché ou ce gap CME, personnellement. Voilà. Je pense qu'il faut partir loin, fort, avec beaucoup de puissance, avec des attaques violentes pour aller défoncer du bear. C'est clairement ce qu'on attend. Et d'ailleurs, qui est sous l'eau? Dernière question qu'on peut se poser. Qui est sous l'eau? On tire ici notre petit volume profile. OK, on a vient de passer le POC, formidable. Et ici, les plus gros volumes ici sont plutôt bah, en dessous hein, du prix. Donc, ce sont les vendeurs qui sont sous l'eau. Quel est l'objectif du marché? Allez les dégommer jusqu'au dernier. Et si vous regardez au niveau de descente trader, bah, vous avez plutôt des 120 000, 118 000 dollars encore ici. L'achèvement des vendeurs à découvert sur cette dynamique de flux par rapport à cette consolidation qui a duré plusieurs mois, encore une fois. Pas plus de choses à dire, on reste concentré. Vous avez ces objectifs d'arbitrage par rapport aux incidents initiques. Amusez-vous à le faire, même si vous pouvez aussi confronter, si vous voulez, vos différentes cryptoactifs. Et on le fera très exactement sur Fedchain et Tao, qui est le meilleur candidat. Pourquoi j'ai choisi Fedchain par rapport à Tao? Est-ce qu'on peut aller chercher de la surperformance sur Fedchain par rapport à Tao, etc., etc., etc. Et cet exercice, vous pouvez faire le même avec Ethereum, Solana, qui partagent les mêmes narratifs dans une même narrative. Ça peut être intéressant d'aller faire ces travaux-là et pourquoi pas aussi les réitérer lors du live de demain des Rois du Bitcoin. Je vous donne donc rendez-vous demain à midi pile. Roi du Bitcoin,